Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Une nouvelle semaine qui démarre. C'est l'heure du grand rendez-vous. Ça, vous le savez déjà. Mais ce que vous ne savez pas, par contre, c'est que je serai avec vous du lundi au mercredi. Et c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Tout de suite, la météo. Voilà, nous profitons pour saluer tous ceux qui nous suivent en direct de la mairie de Kandi et de, bien sûr, les autres administrés aussi de Kandi. Nous poursuivons ce grand rendez-vous. Le menu tout de suite, actualité oblige. Nous allons démarrer avec l'expert qui viendra nous entretenir sur la rentrée des classes. Nous espérons d'ailleurs que tout s'est bien passé dans les écoles. Dans la rubrique Autant savoir, je reçois pour vous Caleb Poviesi. Il va s'agir de parler du marketing réseau et du Made in Bénin. Au menu de ce soir avec Amandine Agnambossou et son invité, nous allons parler de défécation à l'air libre dans nature et bien-être. Nous ne ferons certainement pas l'impasse sur le journal. Roch Aurélien Akoinou est déjà d'ailleurs bien installé. Roch, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Vous avez sorti la cravate rouge des grands jours. Oh là là. Merci à vous, Agnat Bello. Alors, qu'avez-vous concocté pour nos téléspectateurs? Bien, Agnat, comme vous avez commencé à le dire tout à l'heure, nous sommes lundi, premier jour de l'année scolaire 2018-2019 et au menu du 1945, nous parlerons bien évidemment de l'école béninoise qui a rouvert ses portes. Mais avant, gouvernement et syndicats ont dû aplanir leurs divergences à la veille de la rentrée. Une veille de rentrée qui a aussi permis à des enseignants de physique, chimie et technologie de se faire former à la manipulation des outils didactiques qui leur permettront de rendre plus pratique l'enseignement des PCT. Nous reviendrons aussi dans ce 1945 sur le sommet sino-africain avec la représentation diplomatique chinoise qui, à travers une conférence de presse, a fait le point des retombées pour le Bénin. Et nous finirons par cet appel aux journalistes à éveiller les consciences sur les mouvements migratoires. Ils ont été sensibilisés à produire plus d'articles pour inciter les gouvernants à plus de responsabilités. Agnat Bello, voilà les grands titres à développer ce soir dans le 1945. Des informations très alléchantes au menu de ce journal qui nous a été concocté par la rédaction de Bénin Business 24. Nous allons nous retrouver donc au Roch Aurélien Akoinou à 19h45 exactement. Place à présent à l'expert qui s'installe juste après ceci.
Rentrée scolaire 2018-2019, quelle perspective? On en parle avec un inspecteur du premier degré, Germain Roch Arokwasi. Bonsoir. Bonsoir madame la Comment vous journaliste. allez? Je vais très bien. La journée s'est bien passée? Très bien. Alors, pour un inspecteur du premier degré, comment on se sent le premier jour de reprise des classes? En fait, c'est un peu comme un jour de naissance. Mais cette fois-ci, une naissance consciente. La première, la naissance de sa maman, elle n'est pas consciente, mais lorsque, éducateurs que nous sommes et acteurs du monde de l'école que nous sommes, nous retrouvons un premier jour de rentrée comme celle-ci, comme celui-ci du moins, jeudi, et on est content, tout simplement. Voilà. On est content pour soi-même, on est content pour les élèves, on est content pour les parents d'élèves. Voilà. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont partis l'année scolaire dernière qui reviennent. Voilà. Alors, on pense à eux dans nos prières. Déjà, il faudrait qu'on puisse se rappeler la mission première de l'école. Pour vous, quelle devrait être la mission première de l'école? Merci, madame la journaliste. L'école a pour mission d'élever l'enfant d'un état donné à un état supérieur. Tout court, voilà un peu ce que je peux dire de l'école, de l'éducation d'une manière générale. D'accord. Mais souvent, on a l'impression que c'est seulement l'instruction que l'enfant va recevoir à l'école. Est-ce que pour vous, le rôle de l'école s'arrête à l'instruction? Non. L'école est un lieu de formation et d'éducation. En ce sens que lorsque les parents envoient leurs enfants à l'école, c'est vrai, c'est pour apprendre à lire, à écrire, à calculer. Mais lorsque vous décomptez le temps que l'enfant passe à l'école dans une journée, vous verrez que l'enfant passe le clair de son temps à l'école et c'est peut-être une petite portion donc de la journée qui revient aux parents. Alors du coup, depuis la nuit des temps, l'école a pris en charge l'éducation de l'enfant. Donc pour vous, l'homme de demain, il sortira de nos écoles pour la plupart. Tout à fait. Vous vous rappelez, j'ai dit, l'école, c'est l'apprentissage à la vie et on apprend, la vie ne se limite pas à lire, calculer, à savoir lire et écrire. À savoir lire et écrire. Voilà. On est d'accord avec vous. Hein. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette rentrée scolaire 2018-2019? Oui, bon, tout à fait. Je vais m'en tenir au sous-secteur de la maternelle et du primaire. D'accord. Lorsque nous... vous savez, l'école, sinon, la société a une programme. Oui. Qu'il vous souvienne que depuis 2016, avec l'avènement de l'actuel gouvernement, oui, l'école primaire a renoué avec la dictée et les emplois du temps ont connu une modification, une amélioration pour permettre aux enseignants de mieux faire, de mieux s'occuper de la dictée étant comme exercice pour vérifier les connaissances linguistiques chez les apprenants. D'accord. Mais depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je ne vous arrache pas la parole, on peut en parler peut-être en quelques mots. Est-ce que le fait qu'on ait ramené la dictée, est-ce que ça a véritablement élevé le niveau de ces apprenants-là, en termes de linguistique, justement? Oui. Je ne vais pas vous donner une réponse toute faite, mais ce que je vais dire, c'est que cette année scolaire nous permettra de mesurer les efforts qui sont faits par les enseignants. Parce que
La dictée sera au CEP 2019. Première information, parents d'élèves, des nouveaux candidats justement au CEP, la dictée revient. Voilà. Donc, si les enseignants ont pris la mesure de la chose, c'est qu'ils devraient travailler depuis 2016 et c'est le moment de faire le bilan. Et chacun sera mis devant ses responsabilités. Donc, CEP 2019, il y aura une épreuve complémentaire qui sera la dictée. Alors, c'est la seule épreuve qui revient ou vous avez d'autres surprises? Non, pour le moment, c'est la seule épreuve qui va revenir au CEP. Et nous Quant allons aux autres travailler pour matières, ça. elles restent telles quelles? Elles restent telles quelles. D'accord. S'il devait y avoir des modifications, et la commission que le ministre des Enseignements maternels et primaires est en train de mettre sur pied pour réécrire l'arrêté qui organise le CEP se chargera de le faire. On aura peut-être l'occasion de vous réavoir sur ce plateau pour partager avec nous s'il y a éventuellement d'autres informations à partager avec les téléspectateurs. Mais revenons donc justement à cette fameuse dictée qui revient. Est-ce que pour vous, ça nous permettra d'élever le niveau? Parce que souvent on dit les enfants n'ont plus le niveau, c'est plus ce qu'il était. Est-ce que vous-même, en tant qu'inspecteur du premier degré, vous êtes d'accord avec cette décision de revenir à la dictée au CEP? En fait, ce n'est pas qui va relever le niveau de nos enfants. C'est une meilleure mise en œuvre des activités pédagogiques qui concourent, qui sont contrôlées par la dictée. La dictée, c'est un exercice de contrôle, c'est une évaluation. Donc, la dictée ne vient que contrôler ce qui est fait en orthographe, en grammaire, en conjugaison et dans les lectures de tous les jours de nos enfants. Puisque toutes ces activités concourent à une maîtrise de la langue. Donc, aussi bien que l'épreuve d'expression écrite est une épreuve qui permet de vérifier si l'enfant, si les apprenants développent des aptitudes rédactionnelles, aussi bien la dictée est un exercice qui permettra de contrôler si nos enfants, nos apprenants ont ce qu'ils ont appris à travers les différents. Si l'on maîtrisait véritablement. Voilà. Maintenant, au niveau des classes intermédiaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou le programme reste tel que l'année écoulée? Vous savez que nous avons amorcé avec l'introduction de l'anglais au cours primaire depuis l'année passée. Ça va se poursuivre. Donc, les classes de CP des écoles expérimentales vont continuer avec l'anglais. Les enseignants ont été sélectionnés. Et les nouveaux dans ces écoles-là, c'est-à-dire en classe de CI, vont aussi faire l'anglais? Tout à fait. Donc, il y aura 2 classes qui vont faire l'anglais dans ces écoles-là. Donc, les enseignants ont été sélectionnés, formés et mutés dans les différentes écoles. Donc, tout est prêt pour que le projet d'expérimentation de l'introduction de l'anglais au niveau de l'enseignement primaire puisse se poursuivre. Maintenant, je crois que c'est aussi à la rentrée qu'on fait ça. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des enseignants? Ce n'est pas toujours évident, justement, de tenir à une classe, que ce soit au niveau du premier degré ou qu'au niveau du second degré, mais déjà, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez des conseils particuliers? Oui, madame la journaliste, l'école est le moyen par lequel la société prépare le cœur des enfants pour les conditions essentielles de leur existence. Alors, pour ce faire, les enseignants doivent travailler et avec conscience à travers tout l'arsenal pédagogique et didactique qui leur sont proposés. Les stratégies d'enseignement-apprentissage ne sont pas celles qui sont préconisées, ne sont pas à banaliser. Leur choix poursuit un objectif à travers les séquences de classe qui vont mener. Alors, pour ce faire, il faut que les activités pédagogiques se déroulent conformément aux instructions officielles
qui respectent des normes établies. D'accord. Respecter les normes établies. Il y va déjà du respect de l'hiérarchie et du bon déroulement de tout ce qui a été programmé pour la nouvelle année scolaire. Mais on n'oubliera pas les élèves. Est-ce que vous avez des conseils? C'est la fin des vacances, le début de la rentrée. D'autres ont encore la tête pleine, tous les souvenirs de vacances et tout. Comment se remettre tout de suite et maintenant au travail? Oui. Est-ce que vous avez des suggestions? Oui, à nos apprenants, à nos enfants, je voudrais leur dire que, comme l'a dit et nous l'avions appris à l'école, adieu, beau jour, sitôt fini. La fameuse poésie, est-ce qu'elle est encore enseignée d'ailleurs? Tout à fait. Adieu, beau jour, sitôt fini. Chers enfants, chers élèves, c'est le moment plus que jamais que vous repreniez en main vos cahiers pour que ce que les parents attendent de vous se réalise à travers votre abnégation, votre sérieux au travail. Alors, je crois qu'il nous reste à peine 1 ou 2 petites minutes. Vous parlez tantôt des parents d'élèves. Je suppose qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer pour que l'année scolaire puisse bien se dérouler. Oui, après des vacances, même si pour certains, n'ont pas été longues et que pour d'autres, elles ont été un peu plus longues, c'est le moment plus que jamais, ils accompagnent, surtout en ce début de rentrée scolaire, qu'ils accompagnent les enfants, parce que les enfants ne mesurent pas toujours ce qu'il y a à faire. Alors, les parents ont ce rôle de veille pour qu'ils reprennent les habitudes abandonnées durant les vacances. Donc, parents, et très tôt, faites l'effort de réveiller nos petits bouts de chou pour qu'ils n'aillent pas à l'école en retard, parce que plus tôt on se lève, plus vite on se met au travail. Justement, alors, chers parents, je crois que c'est la rentrée des classes aussi pour vous. C'est la rentrée des classes, autant pour les parents d'élèves que pour les élèves. C'est terminé pour la rubrique Espère, qui va laisser place à une autre rubrique. Justement, on parle nature et bien-être. Nature et bien-être qui s'intéresse à la défécation à l'air libre. Amandine Agnambossou a des informations pour vous à ce sujet. Mais on suit d'abord ce reportage vous le devinez. Nous sommes ici à Ladji, le quartier le plus peuplé du 6e arrondissement de Cotonou. La population avoisine 12 000 habitants et souffre d'un mal permanent d'absence de latrines. Dès le recasement, nous avions constaté que beaucoup de latrines étaient construites sur la voie publique. Malheureusement, ces latrines ont été détruites. Toutes les latrines ont été détruites. 3 latrines pour 12 000 personnes. Ainsi se présente l'état des lieux. Dans ces conditions, les populations sont obligées de trouver des alternatives pour répondre à leurs besoins naturels. Nous n'avons pas de latrine à Ladji. Déféquer est un vrai problème pour nous. Nous sommes parfois obligés d'attendre la tombée de la nuit pour aller à la selle et ensuite jeter l'emballage dans la mer. Moi, je suis dans une collectivité et dans ma maison, il y a 400 personnes. En l'absence de latrines, nous déféquons dans des sachets plastiques que nous jetons ensuite sur des tas d'ordures. C'est une triste réalité qui ne fait pas développer notre pays. Nous demandons aux bonnes volontés de nous doter de cette importante infrastructure. À quelques mètres de Ladji, plus précisément à Vossa, aller à la selle représente pour les populations un véritable casse-tête. La seule latrine érigée dans cette zone est fréquentée par près de 8 000 personnes. C'est donc avec acuité que se pose le problème de l'entretien des lieux. Si c'est plein, donc les gens font ce vidange en creusant un trou à côté et faire leur vidange
dedans. On a toujours le domaine public qui est toujours là et on cherche les ONG ou les autorités compétentes pour nous aider pour faire un autre latrine. Nous avions écrit à plusieurs ONG. Nous avons écrit même à la mairie de Cotonou qui nous gouverne. Ils ont dit oui. À mesure que nous reprenons ou nous continuons les travaux de recasement qui étaient commencés, suspendus entre-temps, que nous continuons pour que les voies soient tracées et que chacun connaisse, localise réellement sa parcelle pour que la mairie puisse nous venir en aide. Les rues de Ladji et Vossa transformées en toilettes, les ménages deviennent une couche sociale vulnérable en raison de l'atmosphère socio-sanitaire très hostile dans laquelle ils vivent au quotidien. Eh bien, si vous êtes à table pour le repas du soir, nous nous excusons pour ces images, mais il faut bien en parler, se mettre à l'aise en public, cela est interdit, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Amandine Agnambossou nous en parle davantage avec son invité que je la laisse elle-même le présenter. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bello. Bon, c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble sur un même plateau. J'espère que vous êtes heureuse C'est un plaisir, à mes côtés. C'est un plaisir pour moi. D'accord, je vous laisse présenter votre invité. Bon, mon invité ce soir, Alain Tosunon. Il est spécialiste des questions environnementales. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir, chère consoeur. Merci beaucoup à vous pour la disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Et dites-nous déjà en quoi la défécation à l'air libre constitue un problème pour l'environnement. Mais nous le savons tous parce que quand on parle de défécation à l'air libre, ce sont des matières fécales qui peuvent contenir un certain nombre d'agents pathogènes. Quand cela se retrouve sans stockage, en lieu adéquat, sans traitement, donc quand cela se retrouve dans la nature, dans l'environnement, évidemment, cela a des impacts directs sur les eaux de surface, mais aussi sur les eaux souterraines plus tard. Parce que l'eau peut donc transporter donc ces agents pathogènes, tout ce qui Quand il pleut par exemple. Quand il pleut, donc les eaux de ruissellement peuvent donc transporter tout ça et ça peut se retrouver évidemment dans nos assiettes, dans nos plats, parce que si nous consommons des légumes qui sont donc arrosés par des eaux donc qui sont contaminés par les matières fécales. Et je vous le dis, nul n'est à l'abri. Et il y a des études qui ont été faites au niveau de l'université et qui prouvent que même à Cotonou, ici, au niveau des légumes, on retrouve un certain nombre de résidus donc, de ces matières fécales-là. Ça veut dire que le problème, il est crucial. On en parle peu, mais je vous félicite déjà d'en parler. La première conséquence, comme je le dis, quand on parle d'environnement, c'est les eaux. Les eaux de surface et les eaux souterraines. Quand on sait que, par exemple, Parakou, qui est donc l'une des 3 villes à statut particulier, est alimentée par les eaux de surface, notamment de façon, le barrage d'Opara, vous comprenez que les populations ne sont pas à l'abri, même si la SONEB déploie des efforts pour pouvoir donc, traiter ces eaux. Mais ça veut dire qu'elles sont exposées. Et non seulement ça, vous voyez au niveau donc des habitations, on se rend bien compte que les gens font des puits. Dans des milieux où, comment on appelle, la source d'eau, c'est le puits. Lorsque le puits est à côté, donc dans les maisons, et qu'il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toilette, vous convenez avec moi que ces eaux-là sont contaminées. Même bien plus tard, hein, même au niveau des captages, c'est-à-dire quand vous voyez les grands châteaux, donc c'est des forages que l'on fait, parce qu'aujourd'hui, les matières fécales, les fesses, les excrétas ne sont pas donc traités, ne sont pas bien stockés. Cela peut se retrouver au niveau des eaux souterraines. Et qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? Qu'est-ce qui est à la base? C'est une pratique. C'est une pratique donc, qui dure dans le temps. Est-ce une pratique ancestrale? Ouais, bon, évidemment. Parce qu'on sait très bien qu'en milieu rural, par exemple, c'est plus de 70% de la population au Bénin qui défèque à l'air libre. Vous voyez ce que ça fait. Même en milieu urbain, c'est à peine 50%. Hein.
c'est à peine 50%. Parce même à Cotonou, vous avez vu dans le reportage, en plein Cotonou. Je connais bien la situation de l'AGI, j'ai déjà fait des reportages là-dessus. Et vous convenez avec moi que nous ne sommes pas à l'abri parce que quand vous allez à l'AGI, au bord de la lagune et du lac, c'est que directement, il y a des latrines qui sont donc directement et tout ce qui est caca, ça tombe dans l'eau. Et nous ne sommes pas épargnés parce que lorsque vous achetez du poisson à Tokpa, vous ne savez pas si vous voulez nous dévoiler ce soir. Mais évidemment, il faut le faire parce que c'est une situation, on en parle peu. On en parle peu, mais la réalité, elle est là. Et nous, personne n'est à l'abri donc de cette situation-là. C'est pour ça, justement, je crois qu'au-delà des conséquences sur l'environnement, il faut que véritablement on prenne conscience parce que tous on des est... conséquences sur la santé. Évidemment, des conséquences sur la santé et c'est même une question de dignité. Une question de dignité lorsque vous n'avez pas où aller donc déféquer et que vous êtes obligé donc de vous retrouver dans la nature. Je crois que c'est pas dans digne. Le reportage, le monsieur dit parfois ils attendent tard la nuit pour se aller le mettre faire. À l'aise. Et parfois il faut payer même quand vous allez à l'ADI. Vous avez des gens qui ont érigé donc des latrines directement sur la lagune et les gens paient 50 francs chaque matin. Mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème parce que les latrines ne sont pas donc adéquates dans des conditions parce que ça pollue les ressources en eau. Ça se retrouve dans la nature. Quand on parle de l'esthétique. Non, évidemment. Donc ça veut dire que le problème il est entier. Oui. Si vous permettez bien, il y a un autre aspect, c'est que là on parle des latrines qu'on devrait avoir au niveau des domiciles, mais pour ceux qui ne sont pas dans leur maison, par exemple, quand vous prenez les bonnes dames qui vont au marché, elles le font dans les sachets et le jettent aussi dans le lac, est-ce que c'est aussi un problème? Non, évidemment, c'est le même problème, puisque tout ça, ça finit dans les ressources en eau ou bien dans la nature. Je crois qu'en principe, au niveau des marchés, il devrait y avoir des toilettes propres, des toilettes vraiment adéquates. Mais malheureusement, on se rend compte qu'effectivement, quand vous allez dans ces marchés, c'est qu'il y a des toilettes, mais les toilettes ne sont pas entretenues. Parce que même lorsqu'on réalise des toilettes, on se rend bien compte que la question de l'entretien de ces toilettes fait problème. Même dans l'administration centrale aujourd'hui, vous allez, lorsque vous voulez aller dans les toilettes et que vous vous retrouvez, vous n'arrivez même plus à satisfaire. Mais est-ce que cela justifie qu'on aille le faire? Ça ne justifie pas. Je crois que c'est un changement. Il faut travailler à un changement. Mais il y a eu quand même assez de campagnes de sensibilisation. Oui, mais en fait, il faut dire que par le passé, en termes de communication, on n'a pas pu avoir les résultats. Aujourd'hui, au niveau mondial, parce qu'en fait, le message n'a pas pu toucher les populations. Est-ce que c'est parce que le Béninois est têtu ou bien le Béninois tient à cette tradition? Non, mais vous oubliez aussi le facteur coût peut-être. Le problème n'est pas qu'au Bénin. Le problème n'est pas qu'au Bénin. C'est un problème un peu en Afrique et même en Amérique du Sud. Nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Oui. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est qu'au départ, la question n'était pas une préoccupation des populations. Les populations dans les villages, les communautés ne font pas un lien entre aller déféquer dans la nature et la santé et leur santé. Et même le coût en termes financiers qu'ils dépensent, parce qu'en réalité, vous voyez, chez nous, vous avez des épisodes de diarrhée, peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 dans la semaine. Ailleurs, c'est peut-être une seule diarrhée dans l'année. Et les populations ne se rendent pas compte que la fréquence des diarrhées est liée directement au non-stockage, au non-traitement de tout ce qui est excréta et que l'on trouve dans la nature et parfois dans les assiettes. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'approches qui sont développées. Quand vous allez dans le milieu rural, on parle de l'assainissement total piloté par les communautés. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un grand programme qui intervient au niveau de 5 départements du Nord et plus les collines. Mais vous avez également l'UNICEF qui a travaillé, je crois, dans le zoo. Et vous avez l'ABMS qui travaille dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais ça ne prend toujours pas. Ça commence par prendre. Il faut dire que ça commence à prendre. Comment vous le notez, vous? Parce que sur le terrain, on a commencé, les populations ont commencé à comprendre. Parce que le problème n'est pas un problème d'argent. Il faut, en fait, si vous voyez des gens qui ont la capacité de se construire une maison, oui. c'est ces gens devraient avoir également la capacité de se construire une toilette. Oui. C'est parce qu'on n'est pas arrivé à les convaincre que la toilette
est important pour la santé de la population, pour la protection, pour le bien-être. Donc il arrive que des gens construisent leur maison sans toilette. Construire... Donc je crois que c'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel. Le gros défi, c'est cela. Et je crois que quand vous prenez le cas de l'ABMS, parce qu'en milieu urbain également, le problème se pose, c'est qu'ils font du marketing de l'assainissement. C'est-à-dire qu'ils amènent les populations à comprendre que, effectivement, la toilette, c'est bien pour leur bien-être. Parce que ça peut avoir des incidences sur les économies du ménage. Parce que quand l'enfant tombe malade, il faut l'envoyer à l'école. Et pendant qu'on est à l'hôpital, on ne peut plus aller au marché. Donc, on peut évaluer cela en termes de coûts et montrer aux ménages les avantages liés donc, et à la nécessité de disposer d'une latrine. Et aujourd'hui, ça marche. Dans ce que fait l'ABMS, c'est quoi? C'est qu'il y a même aussi d'autres expériences où on a le crédit assainissement qui permet aux populations véritablement donc d'aller se construire une latrine avec des modèles. Donc, parce qu'il y a des pesanteurs aussi sociologiques par rapport à ces questions de latrine. Vous savez, dans certaines contrées de notre pays, on dit un trou ne doit pas regarder un trou. Donc, il faut amener les populations même à choisir aussi différents modèles de latrine. Voilà, et à dépasser. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille à communiquer et quand davantage. on parlait d'efforts, le Bénin a quand même inauguré, il n'y a pas très longtemps, un village qui a mis fin à la défécation. Il n'y a pas qu'un seul village. Je crois que quand l'UNICEF a commencé l'expérience avec l'approche totale développée donc, par les communautés, l'ATPC, c'est qu'il y avait un premier village. Mais également le PAFI, ce programme-là, aussi a aussi célébré le premier village. J'y étais. Donc, je crois que c'est un mouvement. Et nous sommes au début. Et aujourd'hui, notre pays, dans le cadre des objectifs de développement durable, vous avez la cible 6.2, notre pays doit, en 2030, donc avoir mis fin à la défécation à l'air libre. Donc, nous devons travailler. La lutte. Voilà, nous devons travailler progressivement pour qu'en milieu urbain, comme en milieu rural, et surtout, même aussi dans nos écoles, il faut travailler à ce que nous ayons des toilettes pour tout le monde. Merci beaucoup, Alain Tosuno. Amandine Anyambosso, merci à vous. Je voudrais bien, je ne sais pas si c'est possible, qu'on puisse parler aussi de tout cela dans le milieu scolaire, parce qu'il y a encore des écoles dans certaines zones qui n'ont pas de toilettes. Ouais, comment tous ces enfants font et les enseignants... Ils apprennent ça dès le bas âge. Voilà, or c'est à l'école qu'on doit apprendre les bonnes manières. Nous espérons que justement pour cette nouvelle année, ces enfants vont être habitués à d'autres manières et on va leur apprendre que les besoins ne se font que dans les toilettes. Voilà. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous, Amandine Anyambosso et son invité qui vont nous abandonner, mais moi je reste pour la dernière rubrique. Voilà, la dernière rubrique, c'est Autant savoir. Aujourd'hui s'intéresse au marketing de réseau. Qu'est-ce que cela peut véritablement apporter au Made in Bénin? On en parlera, mais après avoir suivi cet extrait. Le marketing de réseau, dans la plupart des cas, est un système qui a été découvert sur Internet par les uns ou lors d'un voyage pour les autres. Donc, c'est généralement des systèmes montés ailleurs, bien faits, où il y a un plan de compensation, où il y a des produits disponibles, les services disponibles. Et sur l'autre, dès qu'il découvre, il se dit, lorsque je vais l'amener, que je vais embarquer beaucoup de Béninois, ça me permettra de gagner beaucoup d'argent. Et vous allez constater qu'il parle souvent de millions, tel a gagné des millions, tel a fait fortune à travers le marketing des réseaux. Mais dans la plupart des cas, ils ne pensent pas monter eux-mêmes une structure de marketing de réseau. Ils adhèrent souvent à des structures de marketing de réseau existantes ailleurs qui ramènent au Bénin. Donc c'est ça qui fait que lorsque les autres montent leur système de marketing de réseau, c'est généralement pour leurs propres produits, pour leurs propres services, et c'est à travers ce système qu'ils ventilent au monde entier leurs produits et leurs services. Donc beaucoup de Béninois adhèrent juste pour faire fortune et non pour faire la promotion des produits béninois. Le marketing de réseau, vous savez, colle à tout produit, tout service. Tant qu'il y a un produit, un bon produit,
tant qu'il y a un bon service donc, qui pourra tenir dans le temps, qui peut être suffisamment pérenne, on peut monter alors une technique, on peut monter alors le marketing, on peut faire la promotion de ce produit ou de ce service à travers le marketing de réseau. Il suffit tout simplement de monter correctement un plan de compensation. Nous avons de très bons produits et des produits de très bonne facture au Bénin, mais dans la plupart des cas, les gens ne montent pas des plans de compensation dessus, donc ils ne montent pas, un processus de marketing de réseau dessus. Mais tous les produits béninois, et de très bons produits béninois, on peut totalement le faire. Le béninois est traditionnel, vit généralement par recommandation. Alors vous voyez que quand on va monter un processus de marketing de réseau sur des produits, ça va plus que marcher. Ça va beaucoup intéresser, ça va booster véritablement la vente de ces produits. Donc nous devons nécessairement aller vers le marketing de réseau dans le cadre de la promotion du Made in Bénin. Voilà, retour donc sur ce plateau. Nous remercions Noah Agbafa pour nous avoir accordé cette interview. Nous revenons donc avec M. Caleb Akpoviesi. Bonsoir. Bonsoir Madame Bello. Alors aujourd'hui, nous parlons marketing de réseau, un atout pour le Made in Bénin. Est-ce que pour vous, le marketing de réseau peut être un atout pour la promotion de nos produits locaux? D'accord, merci beaucoup pour la question. Mais avant de répondre, permettez-moi de remercier les téléspectateurs qui nous ont beaucoup suivis et qui ont beaucoup réagi, d'accord, suite à nos 2 dernières interventions. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler du Made in Bénin, ce qui est très important. Oui, nous vous écoutons. C'est effectivement une grande opportunité pour le Made in Bénin, mais comment? Je vais faire un retour rapidement en arrière pour préciser quelque chose, pour qu'on puisse bien comprendre. Il vaut mieux qu'on y aille rapidement, donc on vous écoute. D'accord, oui. Alors, d'abord, il faut reconnaître que le marketing de réseau, ce n'est pas placement d'argent. Non, je crois que cet aspect, on l'a déjà abordé semaine passée et nous avons des téléspectateurs qui nous suivent et qui sont bien fidèles. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler du marketing de réseau appliqué au Made in Bénin. Est-ce que nous pouvons appliquer le concept du marketing de réseau à nos produits ici? Oui, mais il faut comprendre comment ça va se faire. D'accord, comment est-ce que cela pourrait se faire? Voilà, parce que si on le fait mal, on risque de demander aux gens de faire des placements d'argent. D'accord. Vous comprenez un peu? Comment est-ce que cela devrait se faire? Justement. D'abord, il faut que l'entrepreneur prenne la décision de communiquer à travers la recommandation. Il ne commence pas tout de suite par le marketing de réseau, mais il commence par le relationnel. D'accord. Il commence par le relationnel qui est basé sur la recommandation. Comme je l'avais précisé la fois dernière, il faut que le produit soit de très bonne qualité. D'abord. On ne met pas en réseau un produit de qualité douteuse. Lorsqu'il sera sûr que le produit est de bonne qualité et qu'il serait en mesure de faire face à la demande lorsqu'elle sera vraiment grande, oui. Il serait en mesure de faire face à ça, il sera sûr de ça, et par la suite, il prend la décision d'aller voir un spécialiste, ou si lui-même, si le promoteur lui-même il est un spécialiste, il peut produire un plan de compensation correct. Alors il produit le plan de compensation, mais il vérifie les calculs financiers. Oui, pour ceux qui nous suivent, c'est quoi un plan de compensation et comment est-ce que cela se met en place? D'accord, merci beaucoup. Je crois que le plan de compensation, c'est ce qui, entre griffes, permet aux gens, aux partenaires, aux distributeurs de s'enrichir en marketing de réseau. C'est-à-dire quoi? La façon dont le système mis en place par l'entreprise pour faire la redistribution du budget de communication qu'il a alloué au marketing de réseau. Vous voyez un peu, bon, ce n'est pas des salaires qu'il définit pour les distributeurs. Mais c'est en fonction des produits que ces distributeurs arrivent à écouler qu'ils sont payés, c'est ça? Sur chaque produit, il y a un plan de compensation. Oui, en fonction des produits, non. Sur chaque produit, il n'y a pas un plan de compensation. La compagnie définit un plan de compensation global. De façon générale, d'accord. Et chaque produit a son prix. Oui. Vous voyez, bon, lorsqu'on parle du plan, c'est l'ensemble des commissions directes, soit sur la vente des produits et l'ensemble également des bonus, des nombreux bonus, les autres avantages et tout ça qui sont liés non pas forcément à la vente de produits, mais peut-être au parrainage. Et à la mise en relation. Absolument. Donc c'est l'ensemble de tout ça, c'est ce complexe-là qu'on appelle plan de compensation. À ne pas confondre avec la vente pyramidale. Non, la vente pyramidale, bon, vous savez, excusez-moi, dans la pyramide, est-ce qu'il y a vraiment de vente? Il n'y a que des parrainages et ainsi de suite. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'il faut que les Béninois, les entrepreneurs béninois comprennent qu'aujourd'hui,
le marketing relationnel peut leur permettre d'écouler leurs produits que n'importe quel autre système. Et on les appelle vraiment. Je vous remercie pour ce thème-là, parce que c'est important. Il faut qu'ils aillent à l'école, d'accord, du relationnel, du vrai marketing, parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication traditionnels sont limités. Vous m'excusez, si j'étais venu ici avec un produit... c'est clair, vous seriez passé au service commercial? Absolument. Et je vais passer par là-bas, mais sur le plateau, qu'est-ce qui prouve que l'audience que j'espère me suivra? D'accord. Vous comprenez un peu. Aussi, si moi je vais vers vous, je vous dis, tenez ce stylo-là, je l'ai utilisé, il est efficace, vous voyez, vous aurez plus de facilité à le prendre. Je crois que sociétalement déjà, les Béninois sont conditionnés un peu pour le marketing de réseau, cela a été relevé dans le reportage. Absolument. Donc pour vous, c'est vraiment cette forme de marketing qui conviendrait le mieux aux produits béninois. Parce qu'il faut que nous passions d'une étape à une autre. Il faut qu'on passe de l'étape du marketing de réseau venu d'ailleurs pour s'enrichir au marketing de réseau pour la promotion de nos produits et de nos services au Bénin et en Afrique de façon générale. Vous voyez un peu. Mais est-ce que cela va ressembler aux produits que nous importons et dont on fait la promotion à travers le marketing de réseau? Ce sera un marketing de réseau spécifiquement adapté à nos réalités béninoises. Bon, ce que je suis en train de vouloir préciser, c'est qu'il faut que les promoteurs béninois comprennent d'abord, comme je l'ai dit, il faut un plan de fidélisation. D'accord. Parce que ce n'est qu'un client satisfait qu'on peut fidéliser. Oui. Et pour le fidéliser, il faut lui montrer son avantage. Parce que moi, j'ai bien envie de recommander les produits des Béninois à n'importe quel ami que je rencontre. Mais derrière ça, qu'est-ce que j'y gagne? À partir du moment où le promoteur arrive à me montrer que Caleb, si tu fais la promotion de mon produit, là on a un partenariat gagnant-gagnant, tu peux bénéficier de telle chose ou de telle chose. Là je sais que c'est une opportunité pour moi de recommander son produit parce que j'ai à gagner là-dedans. Mais tant qu'on se met dans la posture de je vais gagner tout seul, je fais mon business, je développe mes produits tout seul, ça serait extrêmement compliqué. Et je voudrais préciser que pour y arriver, il faut que dans certains secteurs, dans certains domaines d'activité, dans certaines filières au Bénin, il faut que les promoteurs ou les producteurs pratiquent l'association, la coopération. Qu'ils travaillent ensemble. Qu'ils travaillent ensemble. Parce que ça serait extrêmement compliqué pour, je ne sais pas, un jeune qui vient de démarrer peut-être une production de jus ou de quelque chose, d'installer... si c'est une coopérative, une association de Béninois qui sont dans le même secteur ou qui sont à peu près dans la fabrication des produits qui se ressemblent, justement, ce serait bien d'élaborer un plan marketing de réseau ensemble. Et être sûr, comme vous le dites la fois dernière, être sûr que ça ne va pas péter après, parce que là, ils ont une force vraiment. Ils ont une assise. Ils ont une assise, parce que le marketing de réseau demande de la logistique, demande beaucoup de compétences. Vous voyez un peu. Et aussi, on est sûr de la qualité et de la durabilité des produits. Donc, c'est un peu les aspects qu'il faut soulever. Et tous ceux-là qui veulent se lancer dedans, il faut qu'ils expérimentent ça. Le coût n'est pas élevé, les moyens de communication sont moindres et tout ça. Il faut qu'ils expérimentent ça. Monsieur Caleb Poviessi, Rock s'impatiente déjà dans son joli décor. Il est 19h45. Nous cédons place au journal. À côté du géant de l'Afrique, des Béninois innovent, entreprennent. BB24 Inchiafani Funga. Rendez-vous avec ces héros qui inventent l'Afrique de demain sur Bénin Business 24. BB24, le développement, notre affaire. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA.
C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Voici les principales articulations. Apprenants et enseignants reprennent le chemin de l'école aujourd'hui après quelques mois de vacances. Des vacances qui ont permis à des enseignants de physique, chimie, technologie de se former à la pratique des théories enseignées dans les classes. La représentation chinoise au Bénin présente les retombées du sommet Chine-Afrique pour le Bénin. C'était à travers une conférence de presse. Et puis les journalistes béninois de plus en plus invités à se spécialiser sur des questions migratoires. Ils sont conviés à travers leur production à attirer l'attention des gouvernants sur les effets positifs de la migration responsable. Voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi, premier jour de rentrée. Nous sommes donc le 17 septembre et les portes de l'école béninoise ont à nouveau rouvert pour le compte de la rentrée scolaire 2018-2019. Les premiers cours ont déjà eu lieu, mais pour qu'il en soit ainsi, et surtout pour une année scolaire apaisée, gouvernement et syndicats ont dû accorder leur violon. Les négociations syndicales au gouvernement ouvert jeudi dernier ont permis aux deux parties d'aplanir leurs divergences. Des conclusions, il ressort que l'année académique 2018-2019 ne connaîtra pas des heures chaudes comme cela a été le cas l'année dernière, puisque des mesures hardies ont été prises par le gouvernement. Premièrement, le ministère a mis à la disposition des ministères sectoriels plus de 12,5 milliards de francs CFA pour financer le démarrage de la rentrée, ce qui a permis à temps des primes. Des mesures idoines ont aussi été prises pour permettre aux enseignants vacataires de travailler dans de bonnes conditions. Ils seront désormais payés à temps et le décret et les arrêtés pris dans ce cadre seront appliqués avec la souplesse requise selon les tests, a déclaré le ministre Abdoulaye Biotchane. Le gouvernement a décidé d'augmenter aussi l'effectif des enfants bénéficiaires du programme de cantine scolaire. Désormais donc, il passe de 31 à 51 enfants sur 100. Et je vous le disais en titre, plus de pratique dans les matières scientifiques pour plus de bons résultats scolaires. C'est le leitmotiv d'un inspecteur de physique, chimie et technologie. Il a réuni plusieurs enseignants de PCT autour de la manipulation de nouveaux matériels didactiques fabriqués au Bénin. L'objectif est d'amener les apprenants à pouvoir mettre en pratique les notions théoriques qu'on a enseignées. Reportage Gloria Oni, Mathieu Sokeno. Ce premier dispositif matérialise la théorie de la transmission des mouvements enseignés au cours primaire et le second représente l'expérimentation de la physique, chimie et technologie en classe de 5e. Là, c'est pour montrer un engrenage motorisé. Un engrenage motorisé qui met en jeu la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. Mais dites-vous que quand on arrive à l'enseignement secondaire, le même dispositif peut être utilisé en classe de première et de façon beaucoup plus approfondie. Ici, pour le circuit électrique du vélo, voilà cet élément très important qui permet d'expliquer pourquoi le feu arrière et le phare s'allument simultanément. Les deux sont en parallèle. Ces matériels didactiques sont adaptés pour la pratique de la physique, chimie et technologie. Cependant, il y a très peu d'établissements scolaires qui détiennent des laboratoires équipés. Tout se fait ici sur place. Ce n'est pas du matériel importé. C'est du matériel qui est adapté aux conditions d'études de nos apprenants. C'est du matériel qui tient compte des réalités que nous vivons ici. Vu que c'est un inspecteur qui a fabriqué, il sait la touche qu'il faut apporter à ce matériel-là pour qu'il soit réaliste, opérationnel en situation de classe. Ces matériels conçus par l'inspecteur de PCT sont destinés à renforcer les capacités des enseignants de ces disciplines. Ici, je suppose que je vais faire un trou
Si c'est nécessaire, je vais faire un trou et jusqu'à cette profondeur. Je règle, je prends la mesure et puis ce que je fais par la suite, je sais là où je veux pointer. Voilà. Et je mets la machine en marche pour faire cela. Ici, la profondeur est déjà un peu de trop parce que ça tombe sur une rainure. Ici, nous sommes dans l'atelier de montage, de mesure et d'essai. C'est ici qu'on finalise tout. Ici, on essaie comment le matériel conçu marche, ainsi de suite. Contribuer à un bon rendement au cours primaire et au cours secondaire, c'est d'ailleurs la raison de cette séance de formation. Cette situation n'est pas une situation à la faveur d'un apprentissage motivant. Et les notes que les enfants reçoivent dans les devoirs, aux examens et aux concours en sont les corollaires. C'est assez décevant. Au cours de ces échanges, l'optique, l'électricité et la mécanique ont été les champs d'explication. Une très belle initiative à encourager et à soutenir pour promouvoir l'excellence dans nos établissements scolaires. Plus de pratique désormais dans l'enseignement des PCT. La Chine et le Bénin, c'est une coopération qui ne cesse de se renforcer depuis des années. À la faveur du sommet sino-africain dernier, le Bénin a renforcé cette coopération avec à la clé des retombées énormes. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin revient sur les axes forts de la coopération sino-africaine et principalement sino-béninoise. Ulvaeus Balogun nous en fait le point. Le Forum sur la coopération sino-africaine a planté le décor d'une nouvelle vision dans la poursuite de l'action menée par la Chine sur le continent africain. L'ambition aujourd'hui est de construire une communauté de destin encore plus solide. Le président Xi a annoncé une initiative majeure que la Chine est prête à mettre en œuvre en priorité dans les 3 ans à venir pour promouvoir la coopération sino-africaine. Premièrement, initiative pour la promotion industrielle. Deuxième, initiative pour l'interconnexion des infrastructures. Troisième, initiative pour la facilitation du commerce. Quatrième, initiative pour le développement vert. Cinquième, initiative pour le renforcement des capacités. Sixième, initiative pour la santé. Septième, initiative pour les échanges humains et culturels. Huitième, initiative pour la paix et la sécurité. Alors, pour favoriser la bonne mise en œuvre de ces initiatives, la Chine est prête à fournir un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique sous diverses formes comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières. Et si la coopération sino-africaine a porté des résultats fructueux, celle avec le Bénin est vivifiée grâce à la signature de l'accord cadre de coopération pour la création conjointe d'une entreprise sino-béninoise d'investissement et la création d'un centre culturel Confucius avec pour objectif principal le partage d'expériences entre Chinois et Béninois. À travers cette visite, les deux parties sont prêtes à renforcer la coopération dans beaucoup de domaines, comme le commerce, l'investissement dans le secteur agricole, industriel, la construction infrastructurelle, le tourisme, la culture, l'éducation, etc. Nous attendons des échanges plus fréquents entre les deux parties pour aboutir à un accord de coopération générale et des effets concrets. Des effets concrets qui doivent aboutir à un renforcement économique des liens entre les deux pays pour une mise en œuvre efficiente des projets. L'ambassade est prête à conjuguer ses efforts avec les ministères béninois concernés ainsi que les institutions du Bénin pour faire avancer à pas sûr les projets définis.
La Chine et le Bénin entendent ainsi approfondir la coopération, réaliser le développement économique et faire face aux défis de la mondialisation dans le cadre d'un partenariat stable, équitable et gagnant-gagnant. Et l'hebdomadaire Ecofin reste dans la même dynamique mais prévoyant. Il est créé qu'il y a 3 choses que l'Afrique devrait faire pour établir un rapport véritablement gagnant-gagnant avec la Chine. Il faut premièrement surveiller étroitement le volume des échanges et des contrats de services où la Chine reste trop gagnante selon des données officielles sur les activités des entreprises chinoises dans le monde. La valeur des contrats pour des prestations de services signées par ces dernières a été de 390 milliards de dollars, soit 195 000 milliards sur la période allant de 2006 à 2016. Ensuite, il faut donner moins d'écho aux effets d'annonce, mais en donner davantage aux résultats concrets. Et enfin, équilibrer les responsabilités afin que ne survienne le désamour comme avec l'Occident. Et par rapport à tout ceci, le président sud-africain était le premier des chefs d'État à déclarer que le Forum de la coopération sino-africaine devrait travailler pour équilibrer la structure du commerce entre l'Afrique et la Chine. Et on va avec la Chine pour parler de cette nouvelle escalade dans la guerre commerciale. En fin de semaine dernière, l'administration américaine avait prévenu que le président Donald Trump était prêt à prendre de nouvelles mesures contre Pékin. Plusieurs sources l'ont confirmé samedi dernier. Il s'agirait finalement d'une salve de taxes douanières de l'ordre de 10%, mais sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises et concernant des produits de grande consommation. Donald Trump maintient sa stratégie agressive contre la Chine alors que de récents échanges entre Washington et Pékin avaient laissé entrevoir un apaisement dans la relation entre les deux géants économiques. Plusieurs journaux américains écrivent que la hache de guerre commerciale semble loin d'être enterrée entre ces deux grandes puissances. On parle à présent de la migration, oui, de la migration clandestine, un phénomène qui vide de l'Afrique ses compétences et ses bras valides. De jour comme de nuit, de jeunes Africains prennent le chemin de la Méditerranée au péril de leur vie pour l'Eldorado européen. Si certains deviennent des migrants sans papier dans un pays inconnu, d'autres meurent tristement au fond de la mer. La migration et le développement, les journalistes ont un pouvoir. C'est un reportage signé Patrick Adjabodjou et Daniel Ada. Vous observez avec moi notre absence. Lorsqu'on fait la revue de presse internationale, le Bénin est pratiquement absent parce que nous nous intéressons suffisamment aux problèmes qui se posent ailleurs. Nous nous concentrons beaucoup plus sur les politiques aériennes à l'intérieur du pays et nous occultons les questions, les vraies questions de développement. Aujourd'hui, quand on parle de développement du monde, les vraies questions, c'est la question migratoire. Franck Pocheme est allé droit au but et associe sa voix à celle qui souhaite qu'il y ait désormais un vivier de journalistes spécialistes des questions migratoires. C'est un phénomène qui perturbe si on ne prend pas garde, si on ne sait pas le maîtriser, si on ne maîtrise pas les enjeux, si on ne maîtrise pas les déterminants. Ça a un certain impact sur les efforts faits pour développer une nation. La migration, un phénomène aussi vieux que le monde, elle n'est pas automatiquement que négative. Par nature, l'homme est un être mobile qui aime la liberté de mouvement. Vu sous cet angle, l'Afrique a plus besoin de tirer profit des faits migratoires. Il faut capitaliser ce qui est positif dedans pour le développement. Parce que les nations font assez d'efforts. Mais du fait des flux qu'on ne maîtrise pas, du fait des déterminants qu'on ne maîtrise pas, ces efforts sont remis en cause. Ils sont des milliers de jeunes Africains à s'engager dans le périple de la migration. À la quête d'un possible mieux-être, ils prennent le chemin migratoire sans un visa de touriste, d'étudiant, encore moins d'un titre de séjour ou d'un statut de réfugié. Bienvenue dans l'univers des migrants sans papier et bonjour les dégâts. Ils sont victimes de toute forme d'exploitation, de violence, etc. Déjà sur la route de départ, pendant leur séjour là-bas, pendant leur retour, durant tout le cycle migratoire,
ils sont victimes d'un certain nombre d'abus, d'exploitation. Parfois, c'est dû à eux-mêmes, au fait qu'ils ne sont pas en règle, ou bien c'est dû au fait qu'ils ne maîtrisent pas ce que la législation dit. Donc, il y a beaucoup de défis liés à la migration. De jour comme de nuit, l'Afrique se vide de ses compétences et bras valides. L'Occident est perçu comme une terre promise où tous les rêves se réalisent. Pour arrêter l'hécatombe, les médias, quatrième pouvoir, ont un rôle à jouer. Il est important que nous puissions outiller les journalistes à aider les populations à connaître le phénomène migratoire, à aider les dirigeants, les pouvoirs publics à maîtriser ce qu'on appelle migration, à en connaître les enjeux et à en connaître les déterminants de façon à pouvoir les maîtriser correctement pour les efforts qu'ils font afin d'atteindre les objectifs assignés pour telle ou telle question. Qu'il soit de la presse écrite, de l'audiovisuel ou des médias en ligne, les journalistes ont un grand pouvoir, le pouvoir de décourager l'immigration clandestine sous toutes ses formes, le pouvoir d'inciter les gouvernants à tirer profit de la migration, devenue un atout de développement économique et social. Merci Patrick Diagodjou. Voyons à présent comment l'Internet révolutionne l'Afrique et prépare son émergence économique. Selon le cabinet McKinsey Global Institute, l'Internet pourrait contribuer à 318 milliards de dollars, soit environ 160 000 milliards dans le produit intérieur brut du continent africain d'ici 2025. Mais cette performance ne se réalisera que si les investissements considérables actuellement réalisés pour renforcer les réseaux et booster davantage la connectivité se poursuivent sans difficulté. Aujourd'hui, c'est 43 pays sur 105 qui font déjà l'expérience de la 4G. La 5G, récemment lancée au Lesotho, s'éveille peu à peu. L'amélioration de l'accès à Internet en Afrique est à l'origine du développement de divers secteurs stratégiques tels que les finances, l'éducation, l'agriculture, le e-commerce, la santé et la technologie. Ces progrès dans la connectivité viendraient également booster l'employabilité des jeunes dans le domaine transversal de l'innovation technologique, a conclu le cabinet McKinsey Institute. Et c'est sur cette information en bref sur l'impact de l'Internet sur le développement de l'Afrique que nous mettons un terme à notre intervention de ce soir. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour la suite des programmes sur BB24. Voilà, merci donc à vous, Roch Aurélien Akoinou, pour cette belle présentation du journal. Le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit. On en était donc à la rubrique Autant savoir avec notre invité Caleb Poviessi. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, on parlait tantôt du marketing réseau et de quel atout pour le Made in Bénin. Alors, Monsieur Poviessi, dites-nous déjà, on était en train de mettre en place justement le plan de compensation. La dernière étape pour vous, donc c'est quoi? C'est la maîtrise des coûts de production. Parce qu'un facteur très important, c'est les coûts. Puisque le plan de compensation, comme je le disais, ce sont les ressources qu'on veut distribuer aux distributeurs. Donc lorsqu'on n'a pas une bonne maîtrise des coûts, on risque de rappeler après les distributeurs pour leur dire, bon écoutez, voilà, on va changer un peu les bonus et tout ça. Et ça peut faire partie des choses pour lesquelles les éléments de frustration. Voilà, vous voyez un peu. Donc quand je dis maîtrise des coûts, il faut savoir quelle marge est-ce qu'il faut dégager réserver. Pour le voilà. plan de compensation. Vous voyez, on ne se lève pas bon. Parce que c'est deux choses. Il faut que le plan de compensation soit attrayant. Vous voyez un peu, il faut que le distributeur se dise, waouh, c'est attrayant, j'ai gagné. Tout en ne pénalisant pas. Absolument. Donc c'est une équation. Voilà, c'est une équation qu'il faut bien résoudre. Au même moment, il faut rendre le plan attrayant. Il faut veiller à ce que l'entreprise s'en sorte correctement. Donc c'était la dernière étape par rapport au plan de compensation. Mais je voudrais préciser que c'est l'affaire de spécialistes. Mais si le promoteur ou l'entrepreneur se sent en mesure de le faire, alors qu'il fasse correctement les calculs pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, surtout, on parle en termes de durabilité, il vaut mieux que le plan de compensation soit bien élaboré dès le départ. Ça évite qu'à la longue, l'activité ne s'étouffe ou ne s'épuise. Voilà, absolument. D'accord. Alors, cela a été démontré sur ce plateau. Le marketing de réseau pourrait être un atout, justement, pour le Made in Bénin. Et pourtant, jusque-là, il n'y en a pas.
Comment cela s'explique? Oui, c'est très simple. C'est deux choses. La première chose, c'est que d'abord le marketing de réseau était mal vu. Donc, en fait, on voyait une seule face de la chose. Bon, c'était peut-être une initiative venue de l'extérieur pour escroquer ou pour ramasser l'argent des gens, c'est tout ça. Bon, donc c'est aujourd'hui, je vous remercie pour ce plateau et pour ce thème-là. C'est aujourd'hui, on essaye d'expliquer un tout petit peu aux gens que le système que les Occidentaux ont mis sur pied pour écouler leurs produits jusqu'à s'internationaliser, nous aussi on peut l'appliquer. On peut s'en inspirer. Voilà, on peut s'en inspirer. C'est-à-dire voir le bon côté de la chose. Parce que si on est intelligent, on peut se dire, si les autres le font et ça marche pour eux, mais pourquoi ne pas le faire au lieu de rester là tout le moment à créer au Wanak? Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc pour vous, ce qui explique cela, c'est beaucoup plus le fait que nous soyons craintifs face au marketing de réseau. Est-ce qu'il n'y a pas parfois raison de s'inquiéter du marketing de réseau? Bon, je crois que ça, nous l'avions déjà abordé. Mais pour ceux qui nous suivent et qui ont envie peut-être de s'y intéresser, à quel aspect il faut faire attention pour éviter justement de tomber dans les travers du marketing de réseau quand on en est à l'application au Made in Bénin? D'accord. C'est ce que j'essayais d'expliquer en début d'émission. Quand je précisais qu'il faut éviter de faire croire aux gens qu'ils feront des placements d'argent et qu'ils ne feront rien par la suite, mais ils se feront de l'argent. Vous comprenez un peu? Si le promoteur fait croire aux gens que placez juste votre argent là, nous on travaille pour vous, vous gagnez de l'argent, ça ne marchera pas. Il faut que le distributeur comprenne que je m'inscris ou j'adhère à ce réseau pour faire la promotion de ces produits. Voilà. Si c'est clair comme ça dans sa tête, je crois qu'on n'aura pas de problème, pas de difficulté. Mais le promoteur lui-même, il faut qu'il soit initié à la chose, il faut qu'il maîtrise comment ça fonctionne pour mieux l'expliquer à ceux-là qui vont accepter son partenariat. Et on pourrait aussi l'internationaliser, pourquoi pas? Absolument. Ou est-ce que ce serait juste un plan de marketing destiné au peuple béninois et qui ne peut pas aller à l'international? Non, mais si pour les autres sont venus chez nous, pourquoi ne pas aussi externaliser les nôtres? Si le plan est bon, s'il est attrayant, et si ça prend en compte les problèmes monétaires, c'est-à-dire les problèmes d'ordre économique et tout ça, déjà dans la sous-région, on peut l'expérimenter. En fait, pas le Bénin, on va dans la sous-région et on peut essayer de couvrir l'Afrique. Il y a de très bons plans qui seront adaptés aux produits Made in Bénin. Oui, mais il y a un aspect qui m'a intéressé tout au long de ce plateau, c'est justement l'idée de coopérative pour aller vers le marketing des réseaux. On n'en parle pas assez, mais c'est toujours bon de s'associer justement pour travailler ensemble pour une plus grande visibilité. Et pour vous, ce serait davantage un atout pour... Absolument, parce que si vous voyez aujourd'hui les compagnies de marketing de réseaux qui sont sur le terrain, vous verrez que c'est de grosses boîtes qui sont bien assises. Elles ont les reins solides. Et aujourd'hui, avec ce que je vois, l'entrepreneuriat, entre griffes, n'a pas encore pris son envol correctement au Bénin. Donc, pour ce faire-là, il faut que les gens s'associent. Sinon, si individuellement, ça peut marcher, mais ça serait encore mieux si on s'associe pour l'effet de synergie. Au cas où, moi, je ne serais plus en mesure d'assurer la production. Quelqu'un d'autre peut pallier. L'autre peut le faire. Là, dans le même réseau, on peut avoir, peut-être que c'est des jus, mais beaucoup de jus. De fabricants de jus. Ainsi de suite, vous voyez. Ça assure la pérennité du réseau. Merci, ma chef d'édition me fait de grands signes. C'est terminé donc pour Autant savoir. Maintenant, nous allons voir l'actualité sur la toile. La dictée fait à nouveau partie des épreuves du certificat d'études primaires au Bénin. L'annonce a été faite par le ministre des Enseignements maternels et primaires à l'endroit de tous les acteurs de l'école béninoise. Dans son message, Salimane Karimou informe que cette décision va prendre effet à compter de cette rentrée scolaire 2018-2019, une information publiée sur le site du quotidien La Nation. Les classes qui ont démarré donc officiellement ce 17 septembre vont intégrer la dictée dans le processus d'enseignement. Elle va être pratiquée du CI au CM2 ainsi que dans les écoles normales d'instituteurs. Le ministre rassure toutefois que l'exercice de la dictée ne sera pas éliminatoire comme par le passé.
Hors de nos frontières, 10 États africains annoncent leurs intentions de se doter en centrales nucléaires à l'horizon 2025. C'est une publication du site d'information RFI. Selon l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, plus du tiers des pays candidats à l'énergie nucléaire sont africains. Cela va leur permettre de faire face à leurs besoins énergétiques croissants. Le site d'information nous apprend également que l'Afrique dispose d'importantes réserves d'uranium, une situation qui suscite l'intérêt des promoteurs de cette technologie coûteuse. Cette ruée vers l'énergie nucléaire est donc encouragée par la Chine, la Russie et la France. Rappelons que la production de cette énergie peut provenir de différentes technologies comme le développement des centrales thermiques, solaires ou éoliennes. Elle continue de faire des victimes. La tempête Florence avec des rafales de vent et des pluies torrentielles aux États-Unis. Au moins 17 morts enregistrés, comme publié sur le site d'information Le Monde. Les autorités ont fait évacuer une trentaine d'habitants des zones à risque vers les centres d'accueil. Selon un riverain, l'eau est montée à 3 ou 4 mètres et doit continuer pendant plusieurs jours. Le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence, quant à lui, affirme que les intempéries sont loin d'être terminées. Nous en avons encore pour plusieurs jours et nous nous attendons à de gros dégâts, a-t-il dit sur CNN. En France à présent, Laetitia Hallyday, la femme de la star Johnny Hallyday, est bouleversée par une photo intime balancée sur la toile. Selon le site d'information publique, elle ne publie plus rien sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas pu s'empêcher de liker ou d'aimer, si vous voulez, une photo absolument touchante à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. On y voit une toute jeune fan avec une photo de Johnny dans les mains, ce qui a profondément ému Laetitia. La blonde de 43 ans s'apprête aussi à faire son grand retour en France. Elle n'y avait plus mis les pieds depuis la disparition de son mari. Elle va s'y installer, le temps d'assurer la promo du dernier album de la star du rock et de rétablir ses vérités. Fin de la revue web de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Merci à Jennifer Sachivi pour cette revue de l'actualité sur le web. Nous espérons que vous avez apprécié. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas partir sans vous rappeler la météo. Terminus, tout le monde descend donc sur le grand rendez-vous. Si vous venez de nous prendre au vol, nous pouvons déjà vous dire que l'expert de ce jour a parlé de scolaire 2018-2019. Quelle perspective avec nature et bien-être. Nous avons parlé
tantôt de la défécation à l'air libre, un sérieux problème pour l'environnement. Avec la dernière rubrique Autant savoir, nous nous sommes intéressés au marketing de réseau et le Made in Bénin. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous laissons avec cette phrase qu'on connaît très bien mais qu'on oublie parfois. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.